Bonjour, oui, ça va très bien. Parfait. Alors, vous avez entendu la promesse formelle que j'ai faite à votre ami Gilles Lausan, C'est entendu. et on pourrait dire beaucoup de choses. Maintenant, Robert Lemieux, dans la rédaction de ce livre, vous aviez joué quel rôle? Le rôle de celui qui écrit, j'ai assisté à ces expériences-là que mon ami Gilles Lausan, m'a bien fourni. J'ai assisté entièrement à ces expériences-là et j'ai procédé à l'enregistrement sur bande magnétique de ce que les 4 sujets nous ont raconté de leur vision de l'an 2000. Et par la suite, bien, j'ai reporté telle quelle l'expérience. Et Est-ce que vous avez suivi les expériences avec magnéto, cassette et puis vidéotape? malheureusement, on s'est limité aux bandes magnétiques seulement, mais pas de vidéo. Ça aurait été très intéressant. Quand on lit le livre, on remarque qu'il y a très souvent des allusions aux réactions, aux physionomies des, euh, des types impliqués dans l'expérience. Oui, ce qui aurait été intéressant si on aurait eu une vidéo là-dessus, c'est qu'on aurait pu voir la mimique, les réactions, les visages des gens qui étaient en état hypnotique. Croyez-vous que l'utilisation d'éclairage et de caméra aurait pu nuire à l'expérience? Puis ça serait une des raisons pour lesquelles vous ne l'avez pas fait sur vidéo. Écoutez, ça touche une question peut-être un petit peu plus technique. Peut-être que Jules pourrait en parler davantage tantôt. Parce que vous ne me voyez pas venir, mais j'aimerais qu'on fasse l'expérience avec un 5e invité une bonne fois et qu'il soit filmé avec nos caméras, puis qu'on voit un peu de quelle façon ça se passe. Alors dites-nous, puisqu'on ne l'a pas sur vidéo, comment ça se passait une séance où il y a eu pas une régression hypnotique, mais plutôt comment vous appelez ça, une anticipation hypnotique? Une projection dans le futur. Ouais. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Eh bien, ça se passe qu'il y a quand même une certaine préparation quelques minutes avant la séance. Et puis Gilles entre en ligne de compte à un moment donné, bien sûr, avec son sujet. Un sujet qu'il connaît très bien pour avoir participé à des séances de régression temporelle. Et puis, ben là, voilà, il se produit justement cette fameuse séance d'hypnose et en quelques secondes, je dirais, je sais pas si je suis généreux, là, en tout cas, 15 secondes peut-être. Les 4 sujets, en tout cas, ont beaucoup de facilité à descendre en état hypnotique. OK, à sombrer dans cet état-là. Et puis, mettons 15 secondes, 30 secondes peut-être. Et puis, ces personnes-là étaient déjà sous hypnose. Ces personnes-là, ce sont les 4 des policiers. Exact. C'est un milieu que je connais très bien, premièrement, et que Gilles connaît très bien aussi. Et c'est ces circonstances-là qui ont fait qu'on a rencontré 4 policiers. Ça aurait pu être d'autres. Je pense qu'il est important de dire aussi, c'est que leur formation professionnelle est peut-être identique, mais leur personnalité est très différente. Leur vécu est très différent aussi. Est-ce que ce sont 4 policiers de la même région dans la province de Québec? Non, ce sont des gens du 4 coins du Québec. Un de Québec, l'autre de Lebel-sur-Quévillon, c'est ça, Jules? Shawinigan et Montréal. Alors vous, vous étiez là pour prendre note de ce qui se passait, de ce qui se déroulait et de ce qui se disait. Puis sans doute avec la bande magnétique, vous avez aussi vérifié vraiment dans les détails là, tout ce qu'il disait. Est-ce que pour Robert Lemieux, il y a eu des événements où il y a eu des choses qui ont été mentionnées qui étaient tout à fait en dehors de ce que vous vous attendiez d'entendre? Oui, plutôt. Disons que globalement, c'est sûr qu'il y a à l'intérieur des choses qui sont nettement prévisibles aujourd'hui, il faut le dire. Quand même, moi, ma vision du futur, le futur, c'est quoi? C'est au moins, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est la résultante de ce qui se prépare aujourd'hui, maintenant. C'est la résultante aussi des conséquences de notre passé. Il y a quand même des choses qui m'ont impressionné, c'est que vers la fin de ces séances-là, lorsqu'on demande la fameuse question, existe-t-il une preuve irréfutable en l'an 2000 d'une vie extraterrestre? Et ces gens-là qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas eu le temps de se consulter du tout, ne sachant même pas qu'ils allaient faire l'expérience de projection dans le futur, parce que normalement, c'était le contraire qui faisait de la régression temporelle. Euh, les 4, 3 avec quand même une assez forte insistance, là, nous parlent d'une vie
au-delà de notre monde connu à l'heure actuelle. Parle d'êtres de lumière. Les trois, sans se consulter comme ça. C'est assez, pour le moins, inusité, étrange. Je peux vous demander, Robert Lemieux, pour quelle raison vous avez accepté de faire ça, cette expérience-là avec Gilles Hossan? J'ai accepté ça parce que moi-même, personnellement, là, ça fait un bon bout de temps que je m'intéresse à ces questions-là. Une foule d'expériences de vie m'ont amené à ça. Une certaine souffrance morale aussi, à un moment donné, qui m'a amené à m'intéresser à toutes les questions qui concernent l'esprit humain, ce qu'il y a à l'intérieur de nous, la vie intérieure, les pouvoirs de l'être humain, jusqu'où il peut aller. Autrement dit, je suis parti vers un intérêt purement matérialiste, il faut le dire, parce qu'on est bien conditionné par l'ère technologique, industrielle. Et puis, je suis entré en moi-même et j'ai cherché beaucoup. J'en suis arrivé à un moment donné à rencontrer mon ami Gilles, qui, lui, on a trouvé ensemble, en tout cas, beaucoup d'affinités de ce côté-là. Et puis, sachant aussi que je nourrissais le goût d'écrire et que je m'intéressais à ces questions-là, ben, c'est de cette façon-là qu'on est arrivé à faire l'expérience. Si les 4 sujets, eux, ont vu les événements d'ici l'an 2000 sous l'état d'hypnose, donc inconsciemment d'une certaine façon, mais par le subconscient qui parlait, vous l'avez vécu à travers leurs témoignages, mais d'une façon très consciente. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, Robert Lemieux, comment se sent-il après avoir voyagé vers l'an 2000, mais d'une façon consciente et non inconsciente? Comment vous vous sentez là aujourd'hui devant tout le monde, devant les gens qui achètent le livre, devant les gens qui se rencontrent, qui se ramassent pour vous écouter en parler? Parce que vous êtes un voyageur du temps finalement. Vous êtes vraiment allé voir, vous l'avez vécu, vous avez ressenti plus intensément que les gens qui étaient même sous hypnose. Ah, c'est sûr. Aujourd'hui, je me sens... premièrement, c'est inattendu de ma part. Je dois vous dire que il y a déjà un certain succès enregistré dans cette expérience-là. Je me sens, disons, très rassuré tout de même face à ce qui s'en vient. Aussi étrange que cela puisse paraître, on voit une pochette de livre à un moment donné, la planète Terre dans le cosmos, puis une espèce de bâton de dynamite dans le fond, là. Satan nous fait croire qu'on marche sur de la dynamite, puis je pense qu'il ne faut pas se le cacher non plus. Mais il y a aussi le petit oiseau là, qui s'en vient dans l'espace. Je ne sais pas ce qui a pris son air, mais pour respirer, mais il s'en vient comme ça. Puis ça nous fait entrevoir une belle période de paix et d'équilibre, enfin. Moi, j'y crois personnellement, j'adhère à ça. Je pense qu'aux alentours de l'an 2000, ou peut-être un peu plus, et j'espère un peu moins, on va connaître quelque chose de pas mal mieux de ce qu'on connaît maintenant. Puis là-dessus, ben, je me sens d'abord et avant tout rassuré et en paix. Surtout, ça c'est important. Avez-vous l'impression, Robert Lemieux, que ce que les gens ont dit sous hypnose, c'est la vérité et c'est ce qui va se produire d'ici l'an 2000? Bon, ma vision personnelle de ça, c'est que une personne sous hypnose ne devient pas nécessairement un dieu. Il faut faire attention à ça. On est soumis à l'erreur humaine, comme tout le monde. Il va sûrement y avoir un écart entre ce qui a été vu sous hypnose et ce qui va arriver. Ça, c'est clair. D'ailleurs, on le mentionne dans le bouquin. C'est important de le mentionner. Une autre chose aussi, c'est un livre qui raconte une expérience de vie. C'est pas une expérience rigoureusement scientifique. Ça aussi, on met en garde les gens là-dessus. Il faut dire qu'une personne sous hypnose, et je pense que Gilles pourrait peut-être élaborer un peu là-dessus tantôt, c'est qu'une personne sous hypnose, imaginez-vous là, qu'elle nous raconte qu'elle se voit mentalement en l'an 2000, puis elle dit, bon ben, je vais vous dire ce que je me souviens de ce qui s'est passé entre 83 et 2000. Ben, c'est comme si on faisait une conversation de salon, comme on fait là. Ensemble. Ouais, je me souviens, telle date, telle chose. Mais prenons l'expérience. On est à l'état d'éveil maintenant. Là. Je demande à monsieur de me dire ce qui s'est passé au Liban hier, puis il a vu ça aux nouvelles. Il va le raconter. OK? L'autre personne qui est ici va faire la même chose, mais avec une conception peut-être un peu différente. Parce que tu as toujours le vécu d'une personne qui rentre en ligne de compte, puis ça, c'est très important à mentionner. Et son point d'observation des événements aussi. Bien sûr, on donne le petit exemple du pouce. Si on remarque ce fameux pouce-là dont on mentionne dans le livre, si je demandais aux gens ici de regarder ce pouce-là, je vous demanderais, ben, qu'est-ce que vous voyez du pouce? Ils me dirait, ben, je vois la moitié. Puis moi, ben, je vois de l'autre côté. C'est pourtant le même pouce qu'on regarde, mais on n'a pas tout à fait le même angle.
Il y en a qui vont dire qu'ils voient l'ongle, puis d'autres qui vont dire qu'ils ne voient pas l'ongle du pouce. Ça. Exact. Je pense que on a tous ensemble une partie de la vérité. Si par la suite, on devenait davantage solidaires les uns des autres, puis on communiquait davantage, on s'en irait vers un monde meilleur. La question de la solidarité, on en parle beaucoup dans ce fameux livre, mais vous avez devant vous ici dans la salle, au-delà d'une centaine de personnes, vous avez à la télévision des milliers de personnes qui écoutent, et vous savez si ce qui a été vu va se produire, que la plupart de ces gens-là ne verront probablement pas l'an 2000. Comment vous sentez-vous intérieurement de vivre, de manger encore des Big Mac chez McDonald's et puis de faire votre travail à tous les jours comme vous le faisiez avant la rédaction de ce livre-là? Comment je me sens après cette expérience-là? Continuer à vivre comme on le fait, c'est ça que tu veux dire? Oui. Ben écoute, je le répète, je ne vois plus les choses du même angle. Tout ce qui est extérieur à moi est important pour, à un moment donné, me sécuriser sur le plan physique. Écoutez, on a une condition humaine. On n'est pas rendu encore à un degré de spiritualisation suffisamment élevé pour se passer de nourriture, puis se passer d'auto, puis de ci, puis de ça. Mais c'est sûr que la façon dont je le vois, par exemple, c'est que tout ce qui est autour de moi, je vais le prendre si c'est vraiment utile à moi, pour mon équilibre, pour l'harmonie. Ça va devenir utilitaire. La différence avec le passé, c'est que, comme tout le monde, je pense, on est tous conditionnés un peu comme ça. Par notre façon de vivre, c'est que ce qui est autour de moi, ça ne fait pas l'objet d'un but, d'un objectif de vie. Je retiens beaucoup de cette expérience-là aussi parce que c'est sûr qu'il y a des choses qui ont été dites sous hypnose là, qui m'ont renversé puis qui m'ont fait peur. Puis je pense qu'il y a des gens qui vont lire ça puis ça va les effrayer aussi. Mais je pense que ce qui est important de retenir maintenant, là, c'est que cet avenir-là qui s'en vient, on est capable de le changer aussi. On a le pouvoir de le faire parce qu'on a cette fameuse liberté de changer notre avenir. Êtes-vous bien sincère quand vous dites ça? Parce que pourquoi vous auriez écrit un livre en allant consulter des gens qui vivaient ou qui étaient dans le présent de l'an 2000, qui ont tous, sans se connaître, dit les mêmes choses ou sensiblement les mêmes choses, et vous êtes encore capable de nous dire que ça pourrait être différent et se changer? Oui, pourquoi pas? C'est que je vous ai dit que moi, personnellement, la projection mentale du futur, c'est le futur, c'est tout de même la résultante de ce que l'on prépare maintenant. J'en suis convaincu. Alors, si on changeait notre attitude, notre comportement, dans nos relations avec les autres, entre les pays, ben c'est ça qui changerait l'avenir, finalement. On a eu ce pouvoir de changer les choses. Avant, mais pas après que les choses se sont produites. Et les gens qui ont parlé dans le livre, eux, sont déjà après les événements. Ils sont après les événements, c'est sûr, mais moi, je répète là-dessus que façon de voir cet avenir-là, je demeure convaincu personnellement qu'on a ce pouvoir de le changer, l'avenir. La bombe atomique va sauter si on fait rien. Et cette vision du futur, la seule chose qu'on peut voir, c'est que les catastrophes nucléaires ou autres vont arriver s'il n'y a pas de changement d'attitude des gens. Je demeure convaincu que tu as toujours cette latitude-là, que la puissance infinie t'a donnée. Tu as le choix de te détruire ou de grandir, puis de retourner vers ta source lentement. Même si ceux qui ont dit que ça va sauter, sans se connaître, en étant en l'an 2000, ont tous dit et ont tous vu que ça va sauter. Vous êtes sûr que ça peut être complètement une erreur de leur part, les quatre? J'insiste beaucoup là-dessus. C'est parce que ça me fait croire là, que vous croyez encore au libre arbitre de l'homme. Ce libre arbitre, écoutez, moi, je n'ai pas personnellement, en tout cas, l'esprit que tout doit arriver exactement à 100%, le fatalisme, quoi, là. Je pense qu'il y a une marge avec laquelle on peut jouer. Sincèrement. Bon, une dernière question avant de passer à Gilles Laurent qui va nous parler, lui, de la façon dont toute l'expérience s'est déroulée.
Mais à quoi ça a servi que vous écriviez ce livre-là? C'était-tu pour faire un coup d'argent? Parce que ça va en faire un coup d'argent, j'ai l'impression. Ça, je n'en ai aucune idée. Ah, je n'en ai aucune idée. Ouais. Non, je pense que finalement, ces quatre récits, et ça, c'est très, très personnel parce on se respecte beaucoup, moi et Gilles, de ce côté-là. Je veux dire, j'ai une opinion, on peut y avoir certains écarts dans les opinions. Moi, c'est ce livre-là, c'est quatre récits sous hypnose, la vision de l'an 2000, ça m'a indiqué une chose, c'est que premièrement, j'ai pris ces quatre récits-là comme une espèce de toile de fond pour illustrer ce que pourrait être, ce que va être globalement, j'ai bien dit globalement, notre avenir. Mais ça a déclenché chez moi une réflexion. Chez Gilles aussi, bien sûr. On s'est rencontrés à un moment donné, puis on a commencé à développer une réflexion à la toute fin dans les derniers chapitres sur ce fameux avenir-là. La question du hasard, est-ce qu'il existe un plan supérieur de vie qui est déjà tracé d'avance, tout ça. Toutes ces questions-là, on les soulève dans les derniers chapitres. Puis moi, ça a servi à une chose, c'est laisser un message auquel je crois beaucoup, un message d'espoir. Très bientôt, très très bientôt, je suis convaincu que les gens vont avoir peur, c'est clair, ça. Mais je pense que la peur, c'est un petit peu le début de la sagesse. Et à mon sens, c'est ce qui va faire tourner les événements. Peut-on dire que s'il y a un scénario décrit quelque part et que nous en sommes que les acteurs, que même la rédaction et la publication de ce livre étaient prévues dans le scénario, et que vous êtes complice, par la publication de ce livre-là, du destin futur de l'humanité? Je laisse tout le monde en juger, tout simplement. Merci, Robert Lemieux. Et maintenant, Gilles Laussin, le psychologue qui a fait vivre l'expérience de projection dans le futur à 4 policiers de la province de Québec. Bonjour, Gilles. Bonjour. Il y a une question que je n'ai pas osé poser à Robert, mais que je vais lui poser après notre rencontre ensemble, parce qu'on va faire des pauses à peu près à toutes. Dans une demi-heure, on fait une pause. Question de changer l'air de la salle, parce qu'on va crever. C'est peut-être pas prévu dans le livre, là, mais... Et on reprendra au bout d'un autre 15 minutes, comme ça, au cours de l'après-midi. Mais il y a sûrement des choses, puisque c'est lui qui était chargé de la rédaction, qui n'a pas osé écrire, parce qu'il a trouvé que c'était peut-être trop grave dans l'implication. Madame, si vous voulez vous détasser du haut-parleur. Oui, sur le bord de la fenêtre. Et pour votre part aussi, ça doit être la même chose. Vous avez dû entendre des choses épouvantables là, ou assez exceptionnelles. Alors, on va commencer par le commencement. Avant la pause, on ne se parlera pas encore de ce qui va arriver. Avant la pause, on va se parler dans quelles conditions ça s'est fait, comment vous vous êtes senti, comment vous avez réagi à tout ça. On va s'en aller avec tout ce bagage-là dans la pause, là, d'une quinzaine de minutes tantôt. Puis en revenant, ben là, vous allez nous vider le sac de qu'est-ce qui s'en vient dans les événements d'ici l'an 2000. Alors, on est d'accord? Alors, vous êtes psychologue. Oui. Et vous avez amené des gens dans le futur. Quelle était d'abord votre expérience préalable à l'hypnose? Et de quelle hypnose s'agit-il? L'hypnose électronique? L'hypnose de quelle façon? Non, c'est tout simplement, moi, ce que j'appelle... Oui, c'est tout simplement ce que j'appelle, moi, l'hypnose magnétique. Et s'il y a des connaisseurs de l'hypnose qui m'entendent, ils vont se demander, eux autres, c'est quoi? C'est quoi? Alors, imaginez-vous pour ceux qui ne sont pas connaisseurs. OK? Ce que moi, j'appelle l'hypnose magnétique, c'est une forme d'hypnose qui, à ma connaissance, est utilisée par un bonhomme, puis c'est moi. Comment vous faites? Bon, ce que je fais, là, on dit dans le livre que il y a une espèce de catalyse qui se produit. OK? Et on dit aussi que c'est un sujet qu'on ne veut pas aborder pour le moment à cause
des implications que ça peut avoir si tout le monde se met à jouer avec ça. Alors, vous comprenez pourquoi je ne veux pas en parler, là? Je m'en vais répondre à la majorité de vos questions, mais celle-là, non. Ah bon? OK? Il y a une chose que je veux spécifier. Vous avez dit tantôt que il n'y a probablement pas tout dans le livre. Attendez. Avant qu'on aille plus loin, là, j'entends un magnétophone qui roule quelque part. Il faut absolument qu'il n'y ait aucune autre forme d'enregistrement ici que la caméra, parce que j'ai fait une promesse aux deux invités qu'il n'y aura rien qui va sortir d'ici dans ce qu'ils vont dire qu'il ne faut pas que ça sorte. Mais là, s'il y a des gens qui ont des magnétophones, il faut les arrêter immédiatement. C'est arrêté? Oui. OK. On se fie à l'honnêteté, là. Puis s'il y a quelqu'un qui remarque que quelqu'un enregistre, là, c'est peut-être commencé quelque part, là, mais gênez-vous pas pour le dire, hein. C'est grave, ça, là. Parce que moi, j'ai promis sur mon honneur qu'il n'y aura rien qui va sortir d'ici qui vont m'avoir dit que ça ne doit pas sortir. Et si ça sort après, il faudra savoir que c'est pas de moi, là, mais j'ai tout fait pour que ça se fasse pas. OK? C'est clair, là, tout le monde, on est tous des amis, dans le fond. Il ne faudrait pas que quelqu'un le fasse par en dessous de la couverte, là. On aurait des problèmes après, puis je veux pas qu'on en ait. Alors, vous voulez pas nous parler de ce que c'est que cette fameuse technique de l'hypnose magnétique? Parce qu'est-ce que c'est en utilisant des appareils... Alors, c'est vous-même, là, c'est votre pouvoir personnel d'amener les gens dans l'hypnose, dans l'état d'hypnose. L'état d'hypnose, c'est l'état alpha, les longueurs d'onde alpha qu'on appelle? Ben, il y en a plusieurs, là. Il y a alpha, tu peux avoir theta, tu peux avoir delta. Oui. Alors, c'est différents degrés de profondeur. Ces gens-là étaient-ils dans le delta? Non. Non, s'il avait été dans le delta, il n'aurait pas été capable de parler, ou presque. Il fallait qu'il soit, au contraire, dans un état de très, très grande lucidité pour pouvoir se souvenir au maximum de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils savent, de ce qu'ils retiennent. Et j'aimerais revenir aussi sur ce que Robert disait tantôt, à un moment donné. Quand vous lui avez posé la question, est-ce que ce qu'ils ont vu, c'est pas déjà arrivé, qu'on ne peut plus rien changer? Ben moi, je vois deux choses dans ça. Je dis qu'il y a des événements qui sont écrits de tout temps, qu'on ne peut pas changer. Et qu'il y en a d'autres qu'on peut changer à cause de notre libre arbitre. Alors, c'est comme un scénario qui est écrit, c'est un cadre, c'est une structure, mais à l'intérieur de cette structure-là, il y a des comédiens, des fois, qui peuvent faire l'improvisation. OK? C'est comme si, en fait, c'était à peu près ça, mais il y a des choses qui sont changeables. Comme moi, je peux décider du moment de ma mort. Bien sûr. C'est écrit de toute façon que je m'en vais probablement mourir, même si ça ne me tente pas. C'est peut-être un accident d'auto. C'est peut-être un suicide. On ne sait pas. C'est peut-être une bonne vieille mort naturelle, comme on en a connu tout le temps. Je ne mourrai peut-être pas non plus, parce que ça ne me tente pas. Hein? Il y a bien des choses qui peuvent se passer. Mais je peux décider de mourir à mort lente aussi. J'ai juste à fumer. C'est ça. Et ça dépend qu'est-ce que vous fumez aussi. Ouais. Mais il y a une autre question aussi, c'est que vous avez pris 4 policiers qui sont allés dans l'hypnose en l'an 2000. Mais il y a une question que je me suis posée au départ. Tout d'un coup, vous n'auriez pris un 5e, puis on ne le saurait pas dans le livre, qui, lui, il n'aurait pas pu y arriver en l'an 2000 parce qu'il serait décédé entre aujourd'hui et l'an 2000. Est-ce que ça aurait pu arriver, ça? Bon, ça, cette question-là m'a été posée souvent. J'ai pris quand même quelques précautions. J'ai fait des expériences avec d'autres individus de projection dans le futur, mais jamais si loin. Le lendemain, 3 mois plus tard. Et là, j'attendais pour voir si ça arriverait. J'étais là au bon moment pour voir si ça arrive-tu. Des fois oui, puis des fois non. Puis des fois plus ou moins. Alors, ça dépend du sujet, de sa capacité de voyance, on peut appeler ça. Ça dépend peut-être aussi du sujet qu'on lui demande de voir. Parce que j'imagine qu'il y a des choses qui sont plus faciles à voir que d'autres. Le devenir de l'humanité, il est prévisible jusqu'à un certain point quand on voit toutes les guerres qui se passent. Tu sais, on se dit, ça se peut-tu qu'il nous tombe une tomate sur la tête à un moment donné? Ben oui, avec la culture qui se fait là. Quel serait le type de sujet idéal? Est-ce que vous pouvez dire
il y a un type d'individu, c'est idéal ou presque pour l'amener dans l'hypnose du futur? Oui, je pense que c'est le type tout simplement ouvert, qui n'a pas de, oui, qui a pas de prétention, qui n'a pas d'arrière-pensée, pas de préjugés, qui n'a pas lu non plus. Parce que c'est vrai. Si j'avais pris, moi, des bonhommes qui avaient lu beaucoup sur la futurologie, quand je dis qu'il n'a pas lu, je ne veux pas dire qu'il n'a jamais lu de sa vie, là, mais qui n'a pas lu sur la futurologie. Tu sais, si un bonhomme lit des livres de futurologie, si un bonhomme lit des livres de prophétie à l'année longue, comme les livres d'Edgar Cayce, que je sais qui existent, le fameux livre de Nostradamus, là, qui a été repris par Jean-Charles de Fontbrune, il y a les prophéties de Jean 23, c'est des livres, ça, dont mes compagnons me parlaient souvent. Je dis, as-tu vu ce livre-là? As-tu vu ce livre-là? Ben là, je le vois, mais je ne l'ai pas lu. Ça, c'est une question très importante parce que si on étudie le processus que vous avez engagé avec les 4 personnes, on va dire oui, mais lui, il savait déjà des réponses. Il les a amenés à donner ces réponses-là dans l'état d'hypnose. Vous posez une question, votre voix qui se rend à leurs oreilles fait que votre pensée se rend à leur cerveau, la glande pituitaire qui va capter votre pensée, puis dans leur cerveau à eux, ils finissent par dire ce que vous avez déjà dans votre tête, dans votre subconscient. Aviez-vous lu, aviez-vous déjà les informations? Parce qu'il y a une chose qui est étonnante, c'est que les 4 policiers disent sensiblement les mêmes choses. Mais là, on dit, oui, mais c'est le même gars qui les a hypnotisés, les 4. Donc, les 4 sont allés chercher la même information dans le cerveau de celui qui les a hypnotisés. Il y avait la même information à leur transmettre. Bon, ils disent sensiblement les mêmes choses, d'un côté oui, puis d'un côté non. C'est quand on a fini de lire les 4 versions, on se dit, ouais, ben là, il y a quelque chose qui se ressemble. On sent qu'il y a de quoi. Il y a quelque chose là, tu sais. Maintenant, il y en a un là-dedans, on dessine très bien sa personnalité. C'est un bonhomme qui est spirituel. Il y en a un autre, c'est un humaniste. Il y en a un autre, lui, c'est un scientifique. Et on voit que pour tel bonhomme, il a insisté plus sur les découvertes techniques. Il a même décrit jusqu'à un certain point des choses qui n'existent pas encore, des appareils. Tu sais, c'est le fun. On voit que le bonhomme est préoccupé. Celui qui parle, par exemple, des fameuses autos là, inventées par Autobec. Hein? La connaissez-vous, la compagnie Autobec? Elle n'est pas sortie encore. Mais il en parle, lui, puis il en parle. Lui. Écoute, non, Autobec, tout le monde connaît ça, tu sais, en 2000. Ça va bien? Mais lui, il est intéressé par ça. Il est intéressé par exemple, les appareils pour filtrer l'air. Parce que plus ça va aller, plus il va y avoir de pollution. Et puis, ben, tu sais, t'es intéressé par ça énormément. Tout ce qui s'appelle machine, invention nouvelle. OK? Si quelqu'un veut avoir une nouvelle compagnie, il lance un livre en disant, dans ça, on voit d'ici l'an 2000, la compagnie Autobec. Le gars, lui, il a de l'argent à placer quelque part, puis il a besoin d'aller chercher de l'argent quelque part. Ah, il lance que Autobec va être la compagnie de l'an 2000 idéale pour s'acheter une automobile. Puis à partir de là, Gilles au sang, mon vieux, vous vous lancez dans la construction d'automobiles parce que vous allez avoir tellement de fonds de gens qui sont convaincus que ça va marcher d'ici l'an 2000, la compagnie Autobec. C'était écrit dans le livre, ils ont vu l'an 2000. Si je voulais devenir millionnaire, je ne commencerais pas par Autobec. Parce qu'elle va marcher rien qu'en 87, la compagnie. Je commencerai par d'autres choses bien avant ça. Puis si j'avais voulu devenir millionnaire, j'aurais inventé quelques petites affaires depuis longtemps. Comme quoi? Comme quoi? Qui s'en vient, là. Ben, c'est facile. J'aurais juste à prendre un bonhomme, l'envoyer dans le futur, lui demander qu'est-ce que tu vois qui n'existe pas en 83. Je le ramène, puis là, je pars ma patente. Ça finit là. Et pourquoi vous ne le faites pas? Parce que ma préoccupation n'est pas matérielle. OK? J'ai voulu, là, avec ce livre-là, laisser un message. Un message que les gens seront libres de prendre comme ils veulent. Mais ceux qui me connaissent, là, évidemment, il y en a plusieurs qui vont me voir, qui me connaissent. Alors, ceux-là savent que je suis sincère. Ceux qui ne me connaissent pas, ils peuvent penser n'importe quoi. Mais ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas un gars pour faire une pièce.
Ils savent jusqu'à quel point le devenir de l'humanité me préoccupe. Puis là, en passant, j'aimerais dire quelque chose. Mes opinions là, que je donne, évidemment, c'est Gilles au sang tout cru. C'est ce que j'ai en dedans de moi. Je suis psychologue. J'ai une corporation professionnelle. Alors, j'aimerais là, que ça soit clair dans la tête de tout le monde que ce que je dis, ça ne touche pas du tout ce que peut penser la corporation en tant qu'organisme et ses membres. OK? C'est clair, ça? Aussi, j'ai un travail que j'effectue actuellement. Je travaille pour un organisme du ministère de la Justice. Alors, je veux qu'il soit très clair que mes opinions personnelles, ça, j'y ai droit, mais je n'implique pas du tout l'organisme ou le gouvernement pour qui je travaille. C'est ça, c'est clair. C'est bien. Parfait. Alors, tout ce qu'on peut dire, c'est que Robert Lemieux, qu'on a rencontré tantôt, lui, il dit il faut quand même vivre jusqu'en l'an 2000. Ça nous prend une automobile le matin, ça nous prend le pain sur la table. Vous êtes plutôt le bonhomme plus introspectif, presque ésotérique, qui va dire à l'intérieur des choses, c'est l'être humain qu'il faut qu'il se rende jusqu'en l'an 2000. L'automobile, elle sera peut-être là, mais si le gars n'est plus dedans pour la conduire, ça ne donnera rien qu'il y ait tout ça autour. Je m'inquiète pas pour ça, moi. Parce que si c'est vrai que la compagnie Autobec est pour marcher fort comme ça, les dirigeants de la compagnie à ce moment-là me donneront un char, c'est tout. Le message est lancé. On répétera cette émission en 1987 pour Gélos. Hein? En allant dans le futur comme ça, est-ce que il n'y a pas des risques que vous provoquiez une crise économique ou sociale ou politique? Puis parlons que du Québec. Ça pourrait être mondial, là, si vous voyez l'an 2000. Mais parlons politique et social présentement dans la province de Québec avec le séparatisme et puis le pas séparatisme, puis celui qui bourrassa le Québec, puis celui qui ne bourrassa pas. Ouais. Bon, qu'on soit là ou pas, là, la politique, il y en aurait eu pareil. OK? Ouais. Bon. Moi, depuis plusieurs années, j'avais des choses à dire aux gens. Je me demandais toujours comment. Comment je pourrais bien, un de ces jours, passer un message de paix, de fraternité, d'amour dans le monde, de justice pour tous, indépendamment de la couleur de peau, de la langue, de la religion, et ainsi de suite. C'est ça qui me faisait dire tout à l'heure que vous êtes celui qui avait influencé les 4 personnes pour leur faire dire ce que vous avez à dire depuis bien longtemps, le message que vous avez à leur faire transmettre. J'ai voulu simplement essayer d'aller chercher des points de repère qui pourraient appuyer jusqu'à un certain point ce que je pense en dedans. D'accord? Alors, je ne suis pas parti avec ce que je pense pour influencer 4 individus à qui j'ai demandé d'aller voir en l'an 2000 ce qui s'était passé depuis 83. Au contraire. Je me suis dit, si je peux réussir cette expérience-là, envoyer 4 bonhommes dans le futur. Puis en passant, j'aurais pu envoyer 4 femmes aussi. Ou 2 gars, 2 filles. Mais c'est parce que je travaille dans un milieu où il n'y a pratiquement rien que des gars. OK? C'est pas parce que les femmes sont passées évoluer, faire cette sorte d'expérience-là. Ils sont trop. C'est pas peut-être. Hein? Alors, tu sais, je me suis dit, là, faut que j'envoie quelqu'un en avant comme ça. D'abord, c'est une expérience qui saisit. Parce que les 4 bonhommes voient des choses. Et puis, je peux vous dire une chose, si j'avais eu, moi, le moindrement l'idée de ce qui était pour sortir, tous les 4, je me demande pourquoi j'aurais fait l'expérience, d'une part. D'autre part, quand ils sortaient leurs choses, surtout celles qui étaient les plus... celles qui nous saisissent le plus, là, je regardais Robert à côté, je me disais, ça se peut pas. Tu sais, j'étais étonné. Je suivais ça, moi, comme quelqu'un qui regarde un film et qui ne sait pas ce qui s'en vient. C'est exactement ça. Robert, lui, il écrivait, tu sais, les mimiques que le gars fait, parce que c'est un magnétophone, ça ne rentre pas. Moi, j'essayais de tenir le contact avec mon individu pour faire en sorte qu'il se sente quand même toujours bien. Et en parlant de ça, se sentir toujours bien, c'est que moi, je savais bien qu'il verrait des choses, tous les 4, susceptibles d'être surprenantes, en tout cas. Et il fallait que je m'assure de leur bien-être. Et ayant fait quelques expériences comme ça dans le futur avec certains individus, mais j'ai quand même pris certaines précautions. De dire, par exemple, tu ne te verras pas, tu ne verras pas ta femme si tu es marié,
Tu ne verras pas tes enfants si tu en as, ni ta famille. Pourquoi? Parce que si le bonhomme s'aperçoit qu'il a perdu sa femme en 86 d'un accident d'auto, il va filer très mal. Alors, il fallait que je pense à ces choses-là. Alors, j'ai complètement sorti, si vous voulez, l'individu de sa vie personnelle, sa vie familiale. Et les questions, ben, c'est les 5 mêmes questions, globalement, les 5 grandes questions qui ont été posées aux 4 gars. Bon, la première question, là, attends, je ne sais pas si on va m'en souvenir par cœur. La première question, c'est... Robert, les as-tu 5 questions? Oh, c'est ça. De quoi les gens de l'an 2000 ont-ils l'air? C'est une question qui est très vague. Mais d'abord, ça me dit, moi, d'abord, est-ce qu'ils sont encore là? Tu sais, évidemment, les 4 bonhommes, moi, je me disais, ils se ramasseront peut-être pas tous en même place. Fait que si tu frappes, par exemple, un bonhomme qui tombe à New York, en l'an 2000, les gens à New York ont peut-être pas le même air que les gens à Québec. Puis effectivement, ben, c'est ce qu'on a vu dans le livre. Il y en a un qui tombe à New York, qui est en vacances dans ce coin-là. Il est dans un grand hôtel. Puis là, il voit que les gens en bas, les problèmes ne sont pas encore tout à fait réglés. Il y a des craintes. Il y a des craintes parce qu'il y a beaucoup de peuples. Puis les peuples ne s'entendent pas encore. Il n'y a plus de guerre, par exemple. Ça, c'est déjà pas pire. Mais il y a encore une méfiance entre les couleurs de peau, entre les races, les langues, les religions. OK? Bon, la deuxième question, c'était les événements heureux, OK, de 83 à 2000. Ensuite de ça, les réalisations et découvertes scientifiques. Quatrièmement, qu'est-ce qui est le principaux événements qui ont marqué l'humanité? Alors là, ça peut être aussi bon que mauvais, là. C'est les deux. Et finalement, y a-t-il eu, celle-là, je m'en souviens très bien parce que c'est la dernière, là, y a-t-il eu une preuve irréfutable de vie autre que la nôtre? Et ben, on avait la réponse. Il y en a, puis c'est comme des êtres de lumière. Puis... Moi, ce que je pense de tout ça, tu sais, je me dis, coudonc, pourquoi pas? Hein? Je suis bien obligé d'accepter ce que les gars ont dit, premièrement. C'est quand même pas moi qui leur ai fait dire que les extraterrestres, il y en a, puis ils sont de telle couleur, puis on peut rejoindre à telle place entre 6 et 7 heures, tu sais. C'est... Alors, avant qu'on fasse la pause, Gilles Lausan, pourquoi avoir écrit le livre en plus de dire que vous avez passé un message, et le message est clair, mais est-ce qu'aujourd'hui ça change quelque chose ou est-ce qu'on doit changer quelque chose dans notre vie quand on le lit? Parce qu'on apprend des choses. Les gens de la rive sud de Montréal, si vous le lisez, vous saurez peut-être que vous devriez vous acheter une chaloupe. Alors, est-ce qu'il faudrait commencer à aller s'acheter des chaloupes ou, tu vois ce que je veux dire, des implications très pratiques, là? Ouais. Bon, écoutez, là, on dit dans ce livre-là, par exemple, hein, que l'île de Montréal disparaît sous les eaux du Saint-Laurent en 1998. Écoutez, on dit c'est pas moi, ça. C'est un des gars qui a vu ça. Il peut se tromper, puis je le souhaite, moi, qu'il se trompe. OK? Toutes les grosses catastrophes qu'il y a là-dedans, moi, je souhaite que ça n'arrive pas. Mais si ton émission, Richard, a lieu en 1998 sur l'île de Montréal, invite-moi pas en 98, correct? Bon. Vous, savez-vous où vous serez en 1998 ou en l'an 2000? Est-ce que vous leur avez demandé par le même coup? Leur avez-vous demandé à un des 4 ou aux 4 une 6e question? Le livre aura-t-il du succès? Non. Non. J'aurais peut-être dû. OK. Non, j'ai pas pensé à ça. Alors, maintenant, je vais laisser la parole à des gens ici, là. Si vous avez une question, pas des prophéties tout de suite. On va faire une pause, mais après, on va se parler de tout ce qui s'en vient d'ici l'an 2000. Mais vous voyez là, un peu là, tout le préalable. Oui, mademoiselle? Alors, vous avez compris sa question. Elle demandait s'il a fait les expériences sans penser au livre, puis qu'un coup que les expériences ont été faites, s'il dit c'est fort, il faut faire le livre.
Bon, écoutez, je réponds à votre question là, telle qu'elle. Je pensais écrire un livre avant même de commencer les expériences. OK? Parce que il y avait un message que je voulais laisser. Puis je me suis dit, si je peux m'appuyer sur des événements, OK? C'est des événements qui ne sont même pas encore arrivés, mais qu'on pressent, par exemple. Tout le monde sait qu'il va se passer quelque chose. Hein? Et on vit dans un monde où il va arriver quelque chose. On ne sait pas quoi exactement. On est devant l'inconnu, tu sais. J'aimerais continuer, ça se peut-tu? Ah oui, d'accord. Ouais. OK. J'aimerais continuer pour dire simplement que Robert en a fait un petit peu mention tantôt. J'ai connu Robert en 80. Une bonne journée, Robert, il me dit, moi, Gilles, un de ces jours, j'aimerais ça devenir écrivain. J'ai dit, cultive ça mentalement dans ta tête. Puis un de ces jours, tu le seras. Alors, un bon jour, le 17 décembre 81, je vais voir Robert, il me dit, puis Bob, as-tu encore l'idée de devenir écrivain? Cultives-tu toujours ça? Ah, il dit, je comprends. Il dit, j'en parle encore la fin de semaine. Ben, il dit, ça y est, tu commences aujourd'hui, man. Et il dit, comment ça? Mais là, je suis décidé, là. J'ai pensé au type d'expérience que je ferais. Je m'en vais me choisir 4 bonhommes, là, que j'envoie en l'an 2000, puis si tu veux assister à ça, on commence. T'sais, moi, j'ai quelque chose à dire, puis toi, tu as quelque chose à voir. Viens, c'est... J'aurais pu, en fait, j'avais pensé à 10. J'avais pensé à 10 à un moment donné, parce que j'ai fait plusieurs expériences d'hypnose. J'en ai fait des centaines. Et j'avais évidemment des sujets qui étaient meilleurs que d'autres, qui étaient plus sensitifs, qui voyaient mieux les choses. Mais je me suis dit, si je peux avoir au moins ces 4-là, j'ai commencé par ceux qui me semblaient les meilleurs. Et puis, quand on était rendu à 4, on s'est dit, on va arrêter. On en a assez. Ils disent à peu près la même chose. Évidemment, c'est pas évidemment toujours les mêmes détails, puis heureusement, ça sera plate. Tu lis le même chapitre 4 fois. C'est pas le fun. Mais à 4, là, on en avait assez. En tout cas, moi, j'en avais assez. Puis je pense que Robert aussi, parce que c'est lui qui avait la job d'écrire. Puis c'est quelque chose d'écrire. Disons qu'il ne peut rien changer dans ce que les 4 bonhommes ont vu, parce que ça, c'est tel quel. Mais j'ai aussi eu une entrevue qui a duré 6 heures avec Robert. Robert me demandait ce que je pensais finalement de tout ça. Puis là, on a parlé de philosophie, on a parlé des différentes religions, on a parlé d'un paquet de choses. Il m'a demandé mon point de vue, moi, c'est ce que je pense de l'humanité à l'heure actuelle, ce que je pense qui va arriver dans le futur. Et c'est comme ça qu'il y a eu un autre 6 heures de stock pour écrire, tu sais. 1 heure et demie, chaque sujet, 4, ça fait 6 heures déjà, plus 6 heures d'entrevue avec moi, ça faisait 12 heures. Là, il y avait de quoi écrire un livre, je pense. Et puis, quand il a eu fini, ben, il avait son voyage. Il dit, je suis fatigué, tu sais, regarde ça. J'ai regardé ça, puis j'ai écrit, moi aussi, des petits bouts. Bien sûr, j'ai écrit des petits bouts dans ce livre-là. À un moment donné, Oui, parce que le temps file vite, puis on essaie de condenser tout ça. On a une question du plus vieux spectateur d'aujourd'hui, Carl, oui. Bon, ben, moi, j'ai commencé à lire le livre, puis je voudrais savoir c'est quoi l'idée de mettre un oiseau sur la couverture. L'idée, d'où elle vient de mettre un oiseau sur la couverture? elle vient du graphiste. OK? Parce que nous autres, là, on n'avait pas de... Ben, on avait une idée au début. L'idée qu'on avait au début, c'était un peu l'idée de le sens de profondeur. Est-ce que vous pouvez le montrer encore? Le sens de profondeur qu'on a ici, là. Vous voyez, ça vient de loin, là. Fait qu'on avait un dessin, une ébauche de dessin qui faisait comme une perspective d'entonnoir, là, comme si on s'en allait vers quelque chose, puis on n'a pas le choix. T'sais. Alors, c'est ça ici qui ressort très bien. Maintenant, l'idée de l'oiseau, nous autres, on a trouvé ça fantastique, que le graphiste ait eu cette idée-là, ou lui, ou sa femme, ou quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Quand j'ai vu ça, moi, je me suis dit, c'est fantastique. Fantastique parce qu'on voit la Terre avec une minuterie ici, puis on voit l'oiseau qui s'en vient avec une branche dans le bec qui symbolise la paix. Puis là, on se demande lequel des deux qui va arriver le premier. Tu sais, c'est pas mal cute comme idée. Fait que, on a laissé ça comme ça. Bon, ça va. Est-ce qu'il y a encore quelques questions? Oui. Moi, je veux savoir, ceux qui ont été hypnotisés, là, quand on dit dans
Si, dans le futur, les gens qui avaient été amenés dans le futur se sentaient à l'aise dans leur peau, là, ou s'ils se sentaient étrangers à ça, ou s'ils étaient vraiment impliqués dans le futur. Il y en a, moi, il m'était paru qu'il y en avait qui se sentaient pas pire, puis d'autres moins. Tu sais, peut-être que c'était une question d'individualité, là. Celui qui était à New York, il se sentait pas trop bien. Parce qu'il voyait ce qui se passait en bas de la tour. Il était dans une espèce de tour de restaurant, OK? Alors, il voyait ce qui se passait en bas, puis il n'aimait pas ça, lui. J'ai demandé d'ailleurs, est-ce que c'est pareil partout dans le monde? Il dit, je ne sais pas, il dit, il faudra que j'aille voir. Tu sais, on suppose que c'est un bonhomme qui sort, parce qu'il est à New York. Tu sais, pour le moment où moi, je fais l'expérience avec lui, il est au Québec. Alors, il y a eu une couple d'années quand même pour se décider de faire un tour à New York. Mais il ne sait pas ce qui se passe partout dans le monde. Tu sais. Il ne sait vraiment pas. Il y a des impressions. Il y en a un, par exemple, qui se ramasse dans la ville de Québec. Puis lui, ce qui le surprend le plus au début, c'est de voir le visage des gens. Ça. L'espèce d'atmosphère lourde là, qui descend sur les gens. Ils ont peur de quelque chose. Et l'air aussi est changé. Puis là, il en parle abondamment. Les arbres. Hein? Il dit, moi, ça me surprend-tu, Colin, c'est épouvantable, il n'y a plus d'arbres. Qu'est-ce qui est arrivé, tu sais? Alors lui, c'est ça qui le frappe. Un autre, c'est les gens qui s'en vont comme des fourmis, ils courent, ils ont peur, ils restent pas longtemps dans la rue, tu sais. Ils sont dans un bien mauvais trou, comme on dit. Puis c'est comme ça, tu sais. C'est une perception vraiment individuelle. On ne peut pas généraliser. Puis je pense que c'est le fun que ça soit de même aussi. Mm-hmm. Une dernière intervention. Oui, monsieur. Savoir ce que tu fais sans faire pour couvrir des meurtres, des affaires de même. Ah, tiens. Dès qu'il est venu, L'hypnose que vous faites en tant que psychologue au service du ministère de la Justice, si ça vous sert professionnellement, c'est ça que tu veux dire, un criminel ou un probablement criminel ou amener des gens sous hypnose, c'est pas juste un amusement ou un divertissement ou une recherche ésotérique ou philosophique, des fois, là, c'est très pratique, c'est un outil de travail. Bon, je vous dirais là-dessus que je laisse travailler les gens qui doivent s'occuper de ça. Moi, dans mes fonctions, je donne des cours. en fin de compte, si ça s'avère vrai, que la manière que ça opère, ça sauverait bien de l'argent de ce côté-là. C'est possible, mais je ne vivrai pas longtemps. Probablement faire environ 1 heure et demie avec nos deux invités. Après, nous ferons encore une pause. Oui, le spot n'est pas tout à fait. Et après la pause, je recevrai 2 autres invités complètement dans un autre sujet. Celui avec son jeu, il a eu l'inspiration la nuit pendant un songe. Et puis un radiesthésiste qui va nous parler aussi de la radiesthésie, mais très sommairement. Mais alors pendant 1 heure et demie, maintenant, on va faire le voyage vers l'an 2000 aussi, avec Gélossan et Robert Lemieux. Il y a un feedback dans le son. Non, Marc, il y a encore un feedback dans le son. Là. Je vous apprends d'une façon très officielle que dans 3 semaines, nous recevrons Gélossan et Robert Lemieux au cégep Maisonneuve, 2700 rue Bourbonnière, à 2 pas du métro P9. Fort probablement un vendredi soir, parce que c'est le soir qu'ils sont libres, eux. Maintenant, nous, on doit confirmer avec le cégep, puisqu'on a décidé ça tout simplement aujourd'hui, si la salle est libre aussi le vendredi soir. Dans 3 semaines, ça donne quelle date, ça, madame? As-tu une idée de la date dans 3 semaines? Vous connaissez les gens du milieu. Il est assis très exactement là. Il aimerait, si vous pensez que ce serait possible, vivre l'expérience. Pas aujourd'hui, parce que je pense que ça prend un certain temps de préparation entre vous deux. Pour le 18, que vous essaieriez de le faire. Moi, je suis bien franc là-dessus. C'est pas de dire on fait un show, on essaie
l'expérience qui se vit habituellement, je n'allais pas dire en laboratoire, mais plus intimement. Ce monsieur est prêt à sortir d'ici après-midi en disant « Moi, je ne veux pas entendre ce qu'il va nous dire, je ne lirai pas le livre non plus », pour vivre honnêtement l'expérience. Pensez-vous que ça peut se faire? Ça se fait, mais je ne le ferai pas. Parce que si je le fais pour lui, je m'en vais avoir 2 500 000 téléphones chez nous pour que je le fasse avec tout le monde. Comprenez? Ça, j'ai fait ça une fois, là. J'ai l'intention de faire d'autres choses après. C'est juste une étape, c'est juste un pas. Je sais que ça serait intéressant. Puis il y en a qui vont dire, ouais, OK, il ne veut pas l'essayer, c'est tout bien de la bullshit. Penserez ce que vous voudrez, j'ai rien prouvé. D'accord, maintenant, c'était que ça aurait pu être télévisé. Ça n'aurait pas été juste une fois, ça aurait été une fois qu'elle a été répétée. Tout le monde dans la province l'aurait vu, puis ça aurait été final. On n'aurait pas à répéter ça d'autres fois. Vous auriez juste à dire aux gens, vous l'avez vu à la télévision? Je l'ai fait une fois à la télévision pour que vous ayez la preuve, point. Qu'ils lisent le livre, là. Qu'ils lisent le livre, la preuve est là. Et puis, Robert, c'est quand même un témoin, Robert. Hein? Il est policier, lui aussi. Puis il est honnête. Oh, bon, oui. Hein? Bon. Non, c'est pas une question Les 4 de- sujets, c'est pas une question. les 4 sujets, là, Ouais. c'est 4 policiers, eux autres ici. Il existe, il y en a même un dans la salle ici. Correct? Non, la question, c'est pas une question d'honnêteté, hein. C'est une question de pouvoir le faire vivre à tout le monde, qu'on voit à tout le monde comment ça s'est passé, comment ça se passe. J'insiste un peu, mais j'insiste pas vraiment beaucoup. Et remarquez que je ne sais pas de demander l'opinion de tout le monde, je demande votre opinion, c'est vous la personne concernée. Ou alors, à moins qu'on se dise une chose, donnez-moi pas une réponse tout de suite, puis laissez-vous influencer par de la parenté, laissez-vous influencer par des amis qui vous diraient peut-être, bon, ça va être télévisé, tu peux toujours dire au monde, ils l'ont fait une fois, puis moi, je peux vous dire honnêtement que si l'expérience n'est pas intéressante, on la présentera jamais. Si elle est intéressante, on la présente. Si vous me dites, présentez-le, c'est valable. Bon, écoutez, je disais tantôt que je voulais pas dire à qui que ce soit ou montrer la technique par laquelle j'hypnotise. Alors, il est bien évident que si je fais ça devant une foule, c'est fini. Comprenez-vous ce que je veux dire, là? Hein, je peux pas m'embarquer dans ça. Il faut pas. Je le torture parce que je reviens encore à la charge avec une autre affaire. C'est que ça se ferait devant 500-600 personnes, il y a des rideaux. On ferme les rideaux. De l'autre bord, il y a même des loges. Ou de l'autre côté sur le stage, là, en dehors de la vue de tout le monde, vous l'amenez en état d'hypnose. Quand vous êtes prêt, on ouvre les rideaux. Puis là, vous passez à la période de questions. Vous avez jamais pensé à négocier ou pour la FTQ ou pour la, je sais pas moi, la CSN, tu sais, négociateur, là. Écoutez, présenter de cette façon-là, ça a quasiment l'air le fun. Ça a quasiment l'air tentant, je dirais, jusqu'à un certain point. Alors, je vais y repenser tout simplement, mais retenez ma première idée. Il est fin. Bon. Alors, au moins, on aura tenté, hein. Et puis, ouais. Non, j'insisterai plus. Je pense que... Bon, ces expériences-là ont eu lieu là, dans un petit appartement bien tranquille, avec une atmosphère très spéciale. Il y a aussi une chose que je veux dire qui est extrêmement importante. Prendre quelqu'un comme ça, à Belle pour point, puis l'envoyer dans le futur, je le ferai pas. Je le ferai pas parce que, faut que je vous dise une chose, mes 4 sujets, j'avais fait de très nombreuses expériences d'hypnose avec eux autres. OK? De régression temporelle, le Robert en avait parlé d'ailleurs. Il y avait, tu sais, on avait fait des expériences, reculer, par exemple, le gars dans sa vie, à l'âge de 15 ans, à 10 ans, à 5 ans, dans le sein de sa mère, qui parle de ce qui se passe dans le sein de sa mère. C'est cute, ça. Et on est allé plus loin que ça. On est allé dans des vies antérieures. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Ben là, on laisse les gens penser ce qu'ils veulent, mais il y a quelque chose là, hein? Et il y a je sais pas combien de bouddhistes dans le monde, puis eux autres, ils croient. Est-ce qu'ils peuvent se tromper comme des imbéciles quand il y en a des millions? J'imagine qu'il doit en avoir au moins un d'intelligence à la gang, tu sais.
Alors, il y a quelque chose là, c'est comme mon pouce. Hein? Les bouddhistes, ils voient d'un côté du pouce, puis les catholiques, l'autre côté, puis toutes les religions voient un point de vue selon l'endroit où ils sont placés. Alors, là, tu sais, je peux pas arriver, moi, prendre une personne comme ça, à brûle pour point, qui a jamais eu aucune préparation, quelle qu'elle soit, qui a pas été initié au phénomène hypnotique, c'est-à-dire. Tu sais, on a fait quand même peut-être, je sais pas, au moins une vingtaine d'expériences ensemble, chaque sujet. Évidemment, encore une fois, c'était dans le passé, mais moi, je les sentais prêts. Ils étaient d'une lucidité, tu sais, très grande. Alors, tu sais, ils vont y aller, un de ces jours. Bon, alors, il y a quelqu'un qui est content ici, c'est monsieur. Au moins, il va pouvoir rester ici après-midi. Et puis, oui, toi aussi, tu es contente. Oui. Dans le fond, je vais te dire, on a fait venir un médium de France qui s'appelait Jean Mars, qui avait passé 4 mois à Bobino, en France, à faire des spectacles sur le stage, là. Il faisait faire de l'hypnose, il faisait de la télépathie, il faisait tout un tas de choses. Puis il faisait ça, lui, à tous les soirs. Ça marchait, hein? Fait qu'après 3 soirs, je me suis dit, son affaire est truquée, est arrangée. J'ai fait venir 4 médiums de Montréal, on l'a examiné pendant qu'il faisait son spectacle, qui nous coûtait d'ailleurs très cher. Il faisait le même spectacle qu'il faisait à Bobino. Le 3e soir, quand les rideaux ont été fermés à la fin du spectacle, il est parti dans sa loge, mon financier s'occupait de lui. J'ai dit aux gens, êtes-vous satisfait du spectacle ce soir? Tout le monde a dit oui, c'était extraordinaire. Il faisait de la télépathie, de la télékinésie, il faisait un tas de choses extraordinaires. J'ai dit maintenant, ceux qui sont contents, vous êtes mieux de quitter la salle parce qu'on va rouvrir les rideaux, puis moi, je vais vous faire le spectacle. Et j'ai refait exactement tout ce qu'il avait fait de télépathie, télékinésie, voir dans la pensée des gens, tout le kit, tout était truqué. Puis, ça, c'est le genre de numéro que tu fais quand tu veux. Quand monsieur nous dit, moi, je ne veux pas aller le faire comme un spectacle, parce que ça prend une préparation, c'est comme si j'avais osé demander à un guérisseur des Philippines ou à un chirurgien d'un hôpital, voulez-vous venir nous faire une opération à cœur ouvert devant tout le monde, s'il vous plaît? Un miracle. Un miracle. Faites-moi un miracle. Peut-être pas jusqu'au miracle, mais de réaliser quelque chose qui scientifiquement demande des préalables, demande des précautions, puis tout le reste. Alors, je dirais que ça rajoute même du sérieux à toute votre démarche de refuser de le faire en tant que spectacle. C'est pas un piège, par exemple, parce que ça aurait pu aussi marcher. Tu sais, faire de l'hypnose collective, ça se fait, ça peut se réaliser. C'est pas juste un truc. Eh bien, maintenant, Monsieur Gilles Laussan, nous partons dans un grand voyage vers l'an 2000. Tout le monde peut se procurer le livre, ils ont vu l'an 2000. Alors, ce que j'aimerais faire avec vous maintenant, ce n'est pas de relire le livre à haute voix, mais c'est d'aller d'une façon très intelligente. Intelligente veut dire intelligere, entre les lignes. Lisons entre les lignes ce qui n'est pas écrit dans ce livre-là, mais qu'il fallait qu'on comprenne à travers les textes. Et je ne vous demanderai pas de nous référer à un tel ou un tel ou un tel des 4, mais je réfère, moi, ici, directement à Gilles Laussan, lui demandant des questions à lui comme si c'était lui, puisqu'il l'a vu par les témoins. Vous êtes dans le domaine policier, vous posez des questions à plusieurs témoins, à un moment donné, vous êtes capable de reconstituer l'événement à l'aide des 4-5 témoignages. À l'aide des 4 témoins que vous avez amenés vers l'an 2000, reconstituez-nous ce qui s'en vient. 1985, 1986, etc. Combien y a-t-il de poissons dans l'océan Atlantique et nommez-les? C'est à peu près comme ça, là. Écoutez ce qui s'en vient. Bon. Un gros. Un gros, ce qui s'en vient, c'est de la misère. OK? De la misère, là, tant et aussi longtemps que l'humanité n'aura pas compris que des claques à la gueule, il faut arrêter de s'en donner. On n'a pas encore assez pâti. C'est drôle à dire. Pourtant, il y a le tiers de la population du globe qui meurt de faim. Depuis 1952, quelqu'un a dit, je pense, qu'il y avait eu 28 minutes de paix autour du globe, quelque chose comme ça.
Ça veut dire que ça se bat partout. Puis on n'a pas encore compris. Mais quand je dis on, c'est pas tout le monde. Il y en a qui commencent à comprendre. Les petits. Les petits commencent à comprendre. Tu sais, si vous n'êtes pas comme ces petits, vous n'entrerez pas dans le royaume, là. Il était pas bête, le gars qui a dit ça. Vous allez prendre un noir, un blanc, un jaune, adulte. Mettez-les dans le même carré de sable, là. Alors, le blanc va regarder le noir, puis il va dire, hey, as-tu l'air hypocrite, là? Il va regarder le jaune, il va dire, as-tu l'air sournois? Un autre, il a l'air traître. Le noir va regarder le blanc, il va dire, il me semble qu'il choisit déjà sa place ou me fouetter.